Eh bien oui, il y a un contrôle. Souvent, je vous dis, c'est comme ça, il est réel. On peut passer pour un fou en le disant, mais moi, je préfère passer pour un fou et dire ce que je sais plutôt que passer pour un type intelligent en me plaisant. Sinon, je serais arrêté pour garçon et je serais probablement plus à l'aise que je suis aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que il existe vraiment une puissance occulte dans la politique, au premier niveau, dans le pays en général, à un second niveau, et cette puissance occulte, elle est entre les mains de gens qui sont, eux, alors, pas du tout déterminés à gagner plus de fric, parce qu'à la limite, ils s'en foutent, ils en ont tellement, ils n'ont pas besoin de plus. Mais de faire un véritable travail de subversion. Un véritable travail de subversion contre la société. C'est pas d'aujourd'hui. Ce travail de subversion, il a commencé il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3 siècles, mais il s'est manifesté avec une particulière vigueur au moment de la Révolution. Et là, je ne vais pas vous faire des conférences sur la franc-maçonnerie de la Révolution française, mais je voudrais vous inviter à lire un livre qui est réédité par les éditions du Trident depuis quelques jours, et qui s'appelle La franc-maçonnerie et la Révolution française, de Maurice Talmer. C'est un résumé des travaux du père Baruel. Le père Baruel a démontré que la franc-maçonnerie était la grande machinerie opérative de la Révolution française. Et Maurice Talmer a fait un résumé de ses travaux. Véritablement, il faut lire ça, parce que, d'abord, vous comprendrez, enfin, j'imagine que vous avez compris depuis longtemps, mais ça vous confortera dans la compréhension que vous avez des événements qui se sont déroulés il y a maintenant 2 siècles, mais surtout, ça va éclairer d'une façon éblouissante les événements qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez comprendre comment ces gens-là travaillent, quels sont les réseaux de subversion qu'ils ont mis en place, comment ils les activent, et comment ils utilisent toutes les armes, on en parlait avant-hier, Courtoisie, toutes les armes du noyautage subversif. Avec les 3 outils, qui sont extraordinairement simples à utiliser, qui sont liberté, égalité, fraternité. Il faut que vous ayez les 3 mots, vous en faites ce que vous voulez. Et pour résumer le travail de la franc-maçonnerie, mon ami le docteur Planté a une image, alors j'en demande par avance pardon aux dames, c'est un petit peu leste, mais il pose la question. Il dit qu'à l'Institut Dzerzhinsky à Moscou, quand on voulait sélectionner les officiers du KGB, on utilisait cette méthode, on disait à ces gens-là, voilà, on leur posait une question, on leur disait, voilà, le problème est le suivant, vous avez un chat, et vous avez du poivre rouge. Comment allez-vous faire manger le poivre rouge au chat? Est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer pour faire manger le poivre rouge au chat? Alors on dit, il faut le mettre dans une boulette de pain, il faut le mélanger, non, ça marche pas, le chat il ne mange pas. La seule solution, pardon mesdames, la seule solution pour faire manger le poivre rouge au chat, c'est de lui en tartiner le derrière, ça le pique, il se lèche et il mange le poivre rouge. Eh bien, ça fait 2 siècles que la société française se fait tartiner le derrière de poivre rouge par la maçonnerie et elle se lèche. Voilà. S'il y a des questions, je peux disposer les réponses. J'avais fait un voyage avec une Faut parler un petit peu plus fort. J'avais fait un voyage avec une communauté en 77 et le guide qu'on avait nous avait raconté qu'il était franc-maçon. Et il nous racontait la façon dont il a été recruté, que le terme black boulet, ça vient de la franc-maçonnerie. Il a été jugé sur des boules noires et des boules blanches. Alors le système, oui, c'est tout à fait vrai. Quand vous vous présentez en maçonnerie, voilà comment ça se passe. En général, vous êtes contacté par des gens qui pensent que vous pouvez rendre service, et donc ils vous disent, ah, tu as le profil, tu as une pierre brute, tu es un type intelligent, on sent que tu as du cœur, tu feras un bon maçon. Tu es donc une pierre brute, ou un maçon sans tablier, il faut que tu viennes chez nous, on a besoin de gens comme toi. Alors ça vous flatte, et donc vous y allez. Vous êtes sélectionné, je suis élu. Déjà ça commence. Et quand vous arrivez, ils vous donc vous remplissez un papier pour demander à des enfants. Et là, ils vous envoient deux inspecteurs. Il faut une enquête. Donc il y a 2 membres de la loge qui viennent et qui remettent un rapport sur vous. Ils disent comment vous vivez, etc., etc. Et puis ensuite,
vous comparaissez, alors là, la loge prend une décision, et dit on va le recevoir ou on ne va pas le recevoir. On dit il est utile ou il n'est pas utile. Si vous êtes considéré comme utile, vous comparaissez devant l'atelier, les yeux bandés, ça s'appelle passer sous le bandeau, et on vous pose des questions. En réalité, on vous demande des choses assez élémentaires. On dit par exemple, est-ce que tu accordes une grande importance à la fidélité conjugale? Est-ce que est-ce que vous êtes, parce qu'à ce moment vous choisissez, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Est-ce que vous considérez que les syndicats sont une chose positive ou pas? Enfin, des trucs comme ça, n'importe quoi. Les réponses qu'on a n'ont pas beaucoup d'importance en réalité, parce que ce que je veux savoir, c'est plutôt comment se comporte le type et s'il est malléable ou pas. Et puis une fois qu'il pense qu'il peut rentrer dans le système, alors on soumet l'adhésion du profane, l'initiation du profane à la vie de la loge, et à ce moment-là, on distribue à tous les frères présents 2 boules, une boule noire et une boule blanche, et on demande aux frères de mettre dans le sac aux propositions, c'est un petit sac comme ça, ou une boule noire ou une boule blanche. Et s'il met une boule blanche, ça veut dire qu'il est partisan de l'initiation. S'il met une boule noire, ça veut dire qu'il est opposé à l'initiation. Et puis à côté, il y a un sac dans lequel on met la boule qu'on ne veut pas utiliser. Ensuite, on vide sur le bureau du vénérable le sac aux propositions, puis on compte tout simplement combien il y a de boules blanches, combien de boules noires. Et alors là, selon les ateliers, vous avez des ateliers où on travaille à la majorité simple, vous avez des ateliers où on travaille à la majorité des 2 tiers, et moi j'avais été reçu dans un atelier qui était un atelier où on exigeait l'unanimité. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir une seule boule noire, autrement on était rejeté. Ça veut dire à quel point je suis quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Mais plus tard, une fois que j'ai été dans la boutique, il y a un type qui s'est présenté qui était un ingénieur informaticien, qui était un anglais, un type d'ailleurs charmant, et alors le gars se présente et sous le bandeau, on lui pose la question, est-ce que tu considères que la fidélité conjugale est une chose importante? Alors le mec répond évidemment oui, parce que c'est un nom, c'est pas chic. Et il dit oui, bien sûr, et alors on lui dit, mais pourtant tu es en train de divorcer. Oui, ça n'a rien à voir, oui. Bon, alors il sort, et à ce moment-là, un des types d'un notaire dit on ne peut pas recevoir ce frère dans l'atelier, on ne peut pas recevoir ce profane dans l'atelier, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, d'après nos règlements, le franc-maçon doit être libre de bonne mœurs, et un homme qui divorce, c'est pas un homme de bonne mœurs. Alors, moi, je dis, non, ils sont drôlement forts, c'est une bonne maison, on n'a rien à dire. Et on fait donc circuler le sac en proposition. Et le sac circule, il revient avec une boule noire. Donc, le gars est refusé au nom de la règle de l'unanimité. Alors, je dis, attendez, moi j'ai une question à poser, parce que la question posée, c'était, doit-on rejeter le profane? Doit-on recevoir le profane? Alors, il y avait, je crois, 40 boules blanches, une boule noire, donc la réponse est non. Puisque la boule noire fait basculer... Alors, j'ai dit, moi je voudrais qu'on refasse la votation, mais la question c'est, doit-on rejeter le profane? On te dit, mais pourquoi? Mais parce que vous avez voyé bien que notre système, c'est un système complètement idiot. Et que si on fait circuler le sac aux propositions, doit-on rejeter? Il y aura une boule blanche et 40 boules noires, donc la réponse sera non, et à ce moment-là, on sera obligé de l'intégrer, puisqu'on aura refusé de le rejeter. Alors là, les gars, visiblement, ils avaient découvert un truc auquel ils n'avaient jamais pensé. Voilà, il y a un des mystères, des grands mystères de la création qui venaient de se dévoiler à leurs yeux. Tout ça, vous voyez, ils ne sont pas préfixés, au fond. Ça, on ne pose pas beaucoup sur une grande intelligence des choses. Mais voilà comment fonctionne le système du black boulet. Alors, black boulet, c'est black ball, la boule noire. Vous m'avez raconté. Oui, Serge, voilà, il y a une question là que je vais aborder sur un terrain planétaire. Là. Ça relève plus du tout d'une notion d'humain à humain. Cette espèce de désagrégation qu'il y a eu en 1989, c'est-à-dire de la désagrégation en fait du bloc soviétique, où avant 89, un monde était différent. Hein. On a eu un changement d'humanité total, c'est-à-dire qu'il y avait un bloc Est-Ouest où il y avait 2 forces qui étaient en coalition, et c'était en quelque sorte un équilibre, et il y avait l'ordre et la sécurité du monde. Avec des petites barres comme Cuba, etc. Puis on jouait à la guerre, etc. Il y avait le KGB, il y avait la CIA, etc. Ça a duré des années. Bon. Et puis en 1989, naturellement, là, il y a eu un changement mondial. Alors, première question, est-ce que la franc-maçonnerie a eu une influence là-dessus, comme sans doute l'a-t-elle eu sur les prises de conscience au niveau de la Révolution, bien sûr, donc d'une manière occulte, a-t-elle
en quelque sorte, favoriser d'une manière souterraine occulte tous ces mouvements, en quelque sorte, qui ont eu une influence sur le mur de Berlin, pédagogie. Je reviens à la question je ne crois pas. Mon interprétation de la chose est un peu différente. La franc-maçonnerie, elle ne perd pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est des sociétés de plus haut niveau qui interviennent. La franc-maçonnerie, c'est le terreau dans lequel on va recruter les forces d'appoint pour ces mouvements. Mais ce que je crois en réalité, la prétendue chute du communisme, c'est tout simplement parce que la coalition capitalo-marxiste qui régnait sur le monde depuis 70 ans, elle est arrivée à un moment où la partie marxiste de la coalition capitalo-marxiste n'était plus nécessaire pour maintenir le fonctionnement du système, et en revanche, il fallait ouvrir le marché que représentaient les pays marxistes à l'ensemble du système. Donc il fallait en finir avec la structure marxiste. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a supprimé la structure totalitaire en apparence des pays de l'Est, tout simplement parce qu'il fallait en finir avec les marchés bloqués et ouvrir le grand marché mondial. Et on ne pouvait pas ouvrir le grand marché mondial tant qu'il y avait deux blocs. Maintenant, il n'y a plus de blocs, il y a une espèce de grand marché universel. Voilà. Mais je crois que les francs-maçons jouent un rôle là-dedans, c'est possible, mais pas au niveau supérieur, parce qu'on sait bien qu'au niveau supérieur, la racine de ça, enfin, l'instrument qui a préparé cette opération et qui l'a mis à bien, c'est la trilatérale. Quand la trilatérale est née, c'était fait pour ça, la trilatérale, c'était ça le sens du mot trilatéral. Donc il s'agissait de transformer les deux blocs en un grand marché. Ça a pris quelques années, et ça a été fait à travers des manipulations, comme toujours, de foule et des manipulations médiatiques. J'avais une question, monsieur. Là, vous avez un peu démystifié le côté de la franc-maçonnerie. Par contre, je voudrais savoir si vous pensez d'un livre que j'ai déjà entendu recommander, c'est pas tout petit, qui est La Rose de Notre-Dame. Oui. Il y a justement tout le côté ésotérique. Oui, mais la géographie, la Rose de Notre-Dame, en gros, pour simplifier, c'est une réflexion sur la géographie sacrée. À mon avis, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie s'est emparée de ça pour justement faire un peu de brouillard en disant mais nous, c'est notre préoccupation, c'est de ça qu'on s'occupe, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas un bouquin sérieux qui a été publié par la franc-maçonnerie ou par un franc-maçon sur la géographie sacrée. Les seuls bouquins sérieux, intéressants et comment dirais-je, utiles qui ont été publiés sur la géographie sacrée ont été publiés par des penseurs catholiques. Les seuls. Et parce que tout simplement, les autres ne peuvent pas dire la vérité. Alors les maçons qui connaissent la vérité sur la géographie sacrée sont des maçons de très très haut grade, ceux notamment qui ont depuis des années entrepris de redessiner complètement la géographie sacrée de Paris, et là eux ne diront jamais la vérité. Ceux qui disent la vérité, c'est les gens forts, c'est Zetford, c'est des gens comme ça qui sont des combattants de la vérité, qui sont des gens de notre camp. Et en face, ils ne peuvent pas la dire. Donc la franc-maçonnerie n'a aucun rôle là-dessus. Moi je veux dire, en dehors des travaux que j'ai suivis à Théron de Villefausse, et qui étaient des travaux sur la symbolique, à l'année où j'y étais, c'était sur la symbolique des cathédrales, hein, on était très 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 loin de la géographie sacrée fondamentale, et on pouvait deviser pendant 3 heures sur le sens du labyrinthe de Chartres, des choses comme ça. Bon, mais je ne crois pas que la franc-maçonnerie joue un rôle quelconque dans le domaine. C'est un monsieur qui m'a dit que la franc-maçonnerie s'était constituée en 1717 par des juifs intelligents à Londres pour rétablir l'équilibre du monde. C'est-à-dire que le Talmud dit que Dieu a créé le monde en 5 ordres. Le bas, c'est le minéral, après c'est le végétal, après l'animal, après l'homme et après le juif. Il y a autant de différences entre le juif qu'entre le non-juif et l'animal. Et que ça oui, c'est un propos qui est tenu couramment par les rabbins louvadiques, on l'entend par des trucs. Seulement, ils ont trouvé qu'eux, ils étaient très mal reçus dans le monde, et ils ont voulu rétablir l'ordre dit par le Talmud. Oui, je connais cette hypothèse. Moi, je vous avoue que je ne crois pas tellement à ça. Ça me parle parce que je vois mal 5 hommes se réunir en disant, même des juifs intelligents,
il fait beaucoup quand même. Alors déjà, ils sont naturellement intelligents, donc si en plus ils sont intelligents, ça devient plus fort. Je les vois mal se réunir à 5 en disant on va redresser le monde. Je veux bien croire, 1 mégalomane, 2 mégalomanes, ça va, 5 ça fait quand même beaucoup. Hein. Surtout à Londres, dans une seule. Moi je ne crois pas tellement à ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont joué. Vous savez, c'est l'époque, la franc-maçonnerie elle naît à l'époque où il faut savoir tout ce qui s'est passé avant. Il y a tout un mouvement de la pensée, tout un mouvement intellectuel, tout un mouvement de recherche intellectuelle qui s'est produit. Il y a la réforme, donc la première rupture avec l'Église, en réalité, avec la vérité d'Église, la première tentative des hommes de penser en dehors des schémas préétablis par l'Église. Naturellement, ça conduit tout de suite à la catastrophe, c'est évident. Et donc, ils ont commencé à se réunir entre eux. On voit très bien, ça a dû se passer dans le milieu à la fois aristocratique et marchand, c'est vrai que ça se passe à Londres. Et tout de suite, moi, je suis certain que dans les prémices même de la naissance de la franc-maçonnerie, il y a eu des gens qui ont dit, tiens, on devrait se réunir pour parler de choses et d'autres, et en même temps on fera des affaires. Donc il y a concomitance des deux objectifs, de faire semblant d'être des gens cultivés, des intellectuels, de parler de livres qui paraissaient à l'école, des livres d'illuminés, et puis en même temps de faire nos petites combines, de faire nos petites affaires, parce que vous êtes propriétaire, vous êtes un gros actionnaire de la Lloyd, déjà, ou vous êtes un gros propriétaire de bateaux qui font de la Compagnie des Indes, etc. Donc on peut s'arranger entre nous. Et puis on crée en même temps, alors ça il faut lire les bouquins de L'homme qui voulut être roi, Kipling. Nous on voit très très bien quel est le rôle de la maçonnerie dans le contrôle de l'armée coloniale britannique. On voit très bien que vous avez deux ordres dans l'armée coloniale britannique, vous avez l'ordre militaire avec les officiers, tout ça marche très bien. Mais comme c'est une armée extraordinairement disciplinée, avec une discipline d'une violence énorme, où on fouette les hommes, on les punit en les fouettant avec les baïonnettes, c'est quelque chose de terrible, il faut absolument introduire un élément modérateur là-dedans. Et donc on crée des loges militaires qui vont être éléments modérateurs, où on va avoir des types qui vont être officiers, qui vont fraterniser avec des sous-officiers et des hommes de troupe, dans la loge, les mêmes qui, le soir et dans la journée, ils vont avoir des rapports extraordinairement hiérarchisés et extraordinairement durs dans l'ordre militaire. Mais ça a introduit une espèce d'huile dans les rouages. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement maçonnique par définition, et c'est comme ça que vous avez cette société, je vous dis, où vous avez des ateliers, par exemple, où le vénérable est inspecteur de police, et où le tuileur, enfin le portier, est commissaire divisionnaire, ou voire directeur général de la police. Et donc il est, pendant le moment où il est dans l'atelier, où il a, comme ils disent, laissé ses métaux à la porte du temple, toutes les hiérarchies sont inversées. On est dans un système d'inversion. Il faut bien comprendre ça. On est dans un système d'inversion où tout ce qui est mal est bien, tout ce qui est bien est mal, tout ce qui est permis est interdit, tout ce qui est interdit est permis.